Soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique sur France 24. À la une ce soir, la visite de solidarité de deux chefs d'État africains au Burkina Faso après l'attaque contre l'état-major des forces armées burkinabées et l'ambassade de France à Ouagadougou. L'enquête se poursuit. La police scientifique continue de travailler sur les lieux. On fera le point dans ce journal avec nos équipes sur place. Les Sud-Africains pris de panique, les autorités sanitaires ont annoncé avoir identifié la source de l'épidémie de la listériose. La bactérie présente dans la viande a fait 180 morts en un an. 950 cas ont été enregistrés. Nous serons en direct avec notre correspondante Caroline Dumais. Nous irons également en Ouganda. Le pays deviendra dès 2020 producteur de pétrole. Les réserves sont colossales, mais vous allez le voir, elles ne profiteront pas à tous. Les petits paysans proches du lac Albert, la zone pétrolifère, sont chassés de leurs terres. Reportage dans un instant. La police burkinabé continue ce lundi à récolter des indices sur les lieux des attentats qui ont fait 7 morts et 80 blessés vendredi à Ouagadougou. Ces attaques ont ciblé l'ambassade de France et l'état-major des forces armées burkinabé. Ce n'est pas la première fois que ce pays, membre du G5 Sahel, est visé. Pour beaucoup d'observateurs, le Burkina Faso paye son implication dans la lutte contre le terrorisme. Le point avec notre envoyée spéciale Sarah Sakou. Beaucoup de Burkinabés se demandent encore comment leur capitale Ouagadougou a pu être ainsi attaquée 3 fois en 2 ans. Le Burkina Faso paye, c'est certain, son implication dans la lutte contre le terrorisme, notamment avec sa participation aux forces du G5 Sahel. La promiscuité avec le Mali est également l'un des facteurs. Dès début 2015, les attaques se sont multipliées à la frontière malienne, au nord du Burkina, où les forces de sécurité étaient peu préparées à ces incursions. Enfin, les analystes pointe du doigt la coïncidence entre la dégradation du système sécuritaire et la chute du régime de Blaise Compaoré fin 2014. En effet, lors du changement de régime, le système sécuritaire s'effondre et n'aurait pas été reconstruit depuis, d'après les experts. Écoutez Oumarou Kouagala, il est chercheur spécialiste du terrorisme ici au Burkina Faso. Le départ brusque, sinon le changement de ces personnes-là, aujourd'hui, fait que ceux qui aujourd'hui sont aux affaires, malgré leur volonté, ne sont pas encore à même de pouvoir constituer suffisamment de la matière pour pouvoir anticiper. Parce qu'en général, ce qu'on fait ici, c'est de la réaction. Alors qu'il faut aussi pouvoir anticiper et pouvoir aussi avoir un certain nombre de réseaux. Parce qu'en matière de renseignement aussi, le réseau, il compte. Contrairement aux précédentes attaques de Ouagadougou qui visaient des cafés et des hôtels, cette fois, ce sont 2 institutions qui ont été prises pour cible, l'état-major des armées burkinabé et l'ambassade de France à Ouagadougou. L'attaque est également inédite par son mode opératoire. Pour la première fois en Afrique de l'Ouest, une voiture piégée d'explosifs a été utilisée. Je vous le disais, 2 chefs d'État africains se sont rendus à Ouagadougou ce lundi. Le Togolais Faure Gnassingbé, également président de la CEDEAO, et le président nigérien Mamadou Issoufou à la tête du G5 Sahel. Pour lui, ces attaques visent à décourager les alliés du G5 Sahel dans la guerre contre le terrorisme. Je vous propose de l'écouter au micro de nos correspondants Khalidou Sy et Bangali Touré. Nous savons que les terroristes et leurs complices cherchent à défaire notre alliance. Parce qu'on les entend souvent dire de nos alliés qu'ils sont des forces étrangères. Pour nous, ce n'est pas des forces étrangères, c'est des forces alliées qui combattent pour la même cause que nous. Donc nous ne tomberons pas dans le piège de ces terroristes et de leurs complices qui présentent la contribution apportée par nos alliés comme une présence étrangère dans nos pays. Nous renforcerons donc nos capacités avec nos alliés. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, cette nouvelle attaque en Casamance. Un soldat sénégalais a été tué dimanche et un autre blessé dans une opération visant à mettre fin aux activités criminelles dans cette région du sud du Sénégal, une région forestière endeuillée. En janvier dernier, 14 coupeurs de bois y avaient été massacrés.
Ils étaient des milliers dans les rues de Conakry ce lundi pour accompagner le convoi funèbre du jeune homme tué la semaine dernière dans des heurts, une marche d'hommage à l'appel de l'opposition guinéenne. Au cours de la prière à la mosquée, l'imam a demandé aux jeunes de regagner leur domicile pour éviter tout débordement. La visite de travail de Patrice Talon à Paris, le président béninois a été reçu par Emmanuel Macron ce lundi à l'Élysée. Le Bénin fait partie des 19 pays prioritaires de l'aide au développement française que le gouvernement veut porter à 0,55% du revenu national brut en 2022. Direction la Sierra Leone, l'un des plus pauvres pays de la planète qui se prépare à un scrutin présidentiel et législatif ce mercredi. En paix depuis 16 ans, après une guerre civile dévastatrice, la population espère toujours tourner la page et relancer l'économie également ralentie par une épidémie d'Ebola meurtrière. Nicolas Germain. Seuls deux partis, l'APC et le SLPP, ont été au pouvoir en Sierra Leone depuis l'indépendance de l'ancienne colonie britannique en 1961. Samura Kamara est le candidat de l'APC. Cet ancien ministre des Affaires étrangères a été choisi par le président sortant, Ernest Bai Koroma. Koroma n'est pas candidat car il ne peut plus se représenter après 2 mandats. Certains peuvent penser qu'il sera la voix de son maître, mais non. Ce n'est pas son caractère, il sera lui-même. Et en plus, comme il a de l'expérience, il sait exactement ce qu'il faut faire pour que le pays avance. Le principal rival de Samura Kamara devrait être Julius Maada Bio du SLPP. Il avait perdu face à Koroma il y a 6 ans. Un nouveau parti, le NGC, a le vent en poupe. Il est dirigé par Kande Yumkela, un ancien diplomate onusien. D'après les analystes, il pourrait être un faiseur de roi en cas de second tour. Il est populaire auprès des jeunes électeurs. Pour moi, en tant que jeune, il manque beaucoup de choses dans ce pays, notamment des emplois. On a besoin d'un candidat qui va investir dans la gestion des ressources humaines. On doit préparer l'avenir de ce pays. Le vainqueur aura fort à faire. Malgré ses ressources minières, la Sierra Leone reste l'un des pays les plus pauvres de la planète. Le pays redresse la tête lentement. En 2014 et 2015, le virus Ebola avait tué près de 4000 personnes. Et entre 1991 et 2002, la guerre civile avait fait 120 000 morts. Les autorités sanitaires sud-africaines ont enfin identifié la source de la pire épidémie de listériose jamais enregistrée dans le monde. Elle a fait 180 morts en 1 an. Selon l'Institut national des maladies contagieuses, près de 950 cas ont été déclarés depuis janvier 2017. C'est une usine alimentaire située à Polokwane, dans le nord du pays, qui serait responsable. Écoutez ces consommateurs mécontents. Je suis inquiet. Le problème, ce n'est pas d'être remboursé ou non. Le vrai problème, c'est la sécurité alimentaire, la santé de mes enfants. Tout ça me fait peur. Je ferais mieux de me nourrir de beurre de cacahuètes et de confiture. Je n'achèterai plus tous ces produits industriels transformés. J'ai acheté les fameuses saucisses, c'est une bonne marque. Enfin, c'est censé l'être. À partir de maintenant, c'est terminé. Nous retrouvons notre correspondante au Cap, Caroline Dumais. Caroline, cette saucisse visiblement très appréciée a semé la panique dans le pays. Absolument, hein. Non seulement près de 200 morts, mais on apprend que c'est un produit de consommation courante qui a créé cette épidémie. Vous savez, ce sont ces viandes froides, c'est ce qu'on appelle le polony ici, qui est une saucisse de viande reconstituée, qui aurait été donc à l'origine de l'épidémie, et peut-être aussi d'autres produits, comme des saucisses, et même on parle de poulet d'une autre marque. Donc c'est très inquiétant, vous savez, pour les Sud-Africains, parce qu'on mange du polony ici tous les midis dans les sandwichs, partout dans toute l'Afrique du Sud. Donc pour informer les gens que ce produit aujourd'hui est dangereux, c'est une véritable tâche de titan. Donc informer les gens et puis aussi rappeler tous ces produits dans les supermarchés. Alors déjà, tous les supermarchés du pays ont rappelé les consommateurs pour récupérer toutes ces viandes froides, mais c'est quand même très très compliqué. Aussi, on demande aux consommateurs et aux supermarchés de nettoyer les réfrigérateurs
générateurs et les chambres froides parce qu'il peut y avoir aussi des risques de contamination. Donc vous imaginez que comme c'est difficile d'enrayer l'épidémie dans un pays de 60 millions d'habitants et les pays environnants évidemment sont aussi très inquiets. On vient d'apprendre que 5 pays ont annulé l'importation de viande froide d'Afrique du Sud. Tous les pays qui nous entourent, le Zimbabwe, la Namibie, le Botswana, le Malawi et la Zambie a aussi rappelé toutes les viandes froides d'Afrique du Sud. Donc c'est un drame pour l'industrie agroalimentaire, mais un drame encore plus pour les consommateurs sud-africains. Merci beaucoup Caroline Dumais qui suit pour nous toute l'actualité en Afrique du Sud et dans la région. Dès 2020, l'Ouganda deviendra un pays producteur de pétrole. L'or noir sera extrait dans la zone du lac Albert, frontalier avec la République démocratique du Congo. Les réserves sont colossales et la production devrait atteindre à terme 230 000 barils par jour. Cela représente une véritable manne financière pour le gouvernement et cela fait les affaires des pétroliers, mais pas celles des petits paysans chassés de leurs terres. Un reportage signé Thaïs Brook. Les majestueux marabouts semblent veiller sur les eaux du lac Albert. Les gestes des pêcheurs sont les mêmes depuis des générations, mais depuis la découverte de pétrole dans les abysses du lac, la région se transforme. D'ici à 2020, 230 000 barils seront extraits chaque jour. À Hoima, la principale ville des environs, le changement est déjà perceptible. Nous avons vu des compagnies pétrolières venir ici. Ils ont des bureaux en ville et ils organisent des événements pour la communauté. Donc nous sommes très honorés d'avoir du pétrole et la situation économique de toute la région va être transformée. Les travaux de terrassement du futur aéroport international ont déjà commencé. Le projet comprend aussi une raffinerie et un pipeline. Des investissements gigantesques qui nécessitent des terres, beaucoup de terres. Okumu est agriculteur, comme son père et son grand-père avant lui. Mais le pipeline doit passer par son village et un riche investisseur revendique la propriété des terres. En 2014, les autorités interviennent pour évacuer les populations. Nous avons vu la police et d'autres gens qui avaient des machettes et des bâtons. Ils ont commencé à tirer en l'air, à envoyer des gaz lacrymogènes. Ils nous ont chassés et ont brûlé nos maisons. Ils ont même frappé des personnes âgées. Comme les autres habitants du village, Okumu a construit une nouvelle maison. L'affaire a été portée devant les tribunaux, mais il sait que son sort est déjà scellé. Même si son droit de propriété est établi, il sera exproprié. C'est ce qui est arrivé à Esther Abigaga. Ils m'ont forcé à signer et à accepter le montant proposé. Mais nous sommes des victimes. Nous ne sommes pas du tout satisfaits. Elle assure qu'elle ne peut racheter qu'une infime partie de ce qu'elle possédait. D'autres ont choisi d'être relogés. Une cinquantaine de familles vivent dans ces lotissements modernes. Mais là encore, déception et rancœur sont au rendez-vous. Le raccordement à l'électricité promis est resté lettre morte. Et le seul point d'eau disponible provoque des tensions entre communautés. Il y a des conflits qui se créent dans le coin. Certains disent que ce point d'eau leur appartient et les autres disent qu'ils en ont aussi besoin. Malgré les milliers d'emplois qui devraient être créés avec l'arrivée du pétrole, les petits fermiers se sentent dépossédés de leurs biens. Pour l'instant, l'or noir du lac Albert ne fait pas que des heureux. C'est la fin du journal de l'Afrique, la suite de Paris Direct dans quelques instants avec Aude Le Christ.